dernière minute, désolé d'être un peu en retard ce soir. 670-9098, 1-877-440-2464, c'est le numéro de téléphone pour nous joindre. Vous pouvez aussi nous contacter sur le live à radiox.com, advenant le cas, il se passe quelque chose sur la route. Si vous voyez des radars, les radars à Régis, les radars mobiles, on a besoin d'argent à Québec. Live à radiox.com ou encore radar à radiox.com, ça fonctionne. Mon prochain invité, c'est un de nos chroniqueurs. Il est journaliste, chroniqueur, auteur, conférencier. Il y a plein de belles qualités. Christian Page, salut! Salut Yannick, salut Mélissa. Salut! L'enquêteur du paranormal a passé une belle semaine? Oui, il a passé une belle semaine. Des grosses journées? Oh, des grosses journées. Je suis en plein tournage d'une nouvelle série qui prendra l'affiche à Historia cet automne, qui s'intitule L'enquêteur du paranormal. Alors, inutile de dire que ça fait des grosses journées, là, le tournage du matin au soir, comme ça, puis on est sur un agenda de tournage intensif. OK, et la semaine prochaine, je me trompe pas, tu t'en vas aux États-Unis? Exactement, je serai toute la semaine aux États-Unis. Qu'est-ce que tu vas faire là? Oui, écoute, on va faire deux trucs, entre autres. Je vais couvrir le soi-disant enlèvement de Betty et de Barney Hill, donc une histoire qui avait marqué l'univers des ovnis dans les années 60. Ouais. Donc, il s'agit d'un couple qui ont affirmé avoir été enlevés par des extraterrestres, alors qu'ils revenaient de Montréal, traversaient les montagnes blanches en direction de Portsmouth ou New Hampshire, et là, ils ont observé un ovni durant ce trajet. Et puis, à un moment donné, il y a quelque chose d'assez bizarre qui se passe. Ils ont l'impression de s'endormir. Et lorsqu'ils se réveillent, ils sont en fait 57 kilomètres plus loin sur l'autoroute. Donc, il y a donc un trajet dont ils ne gardent aucun souvenir. Et lorsqu'ils arrivent chez eux, ils ont l'impression qu'ils arrivent en fait 2 heures plus tard que prévu. Et tout ça, pour te faire une histoire courte, va engendrer toutes sortes de problèmes. En 1963, parce que l'incident dont je te parle s'est produit dans la nuit du 19 septembre 1961. Et lorsque, en 1963, incapables de gérer toute cette dynamique née après cette rencontre, ils vont rencontrer un médecin de Boston qui va les placer en état d'hypnose. Et là, pour la première fois, c'est le premier véritable récit qu'on va colliger dans ce sens-là. Ils vont raconter sous hypnose qu'ils auraient été enlevés par des extraterrestres. Alors donc, la semaine prochaine, l'enquêteur du paranormal sera au New Hampshire pour enquêter là-dessus. Et l'enquêteur du paranormal va pousser aussi jusqu'à Amityville. Oh. Donc, et bon, là, on n'entrera pas dans les détails. Je pense que les auditeurs savent ce que je vais aller faire à Amityville. Je n'irai pas là pour jouer à la pétanque. Hein? OK, puis pour ce qui est de l'enlèvement extraterrestre, ces gens-là, est-ce qu'il y en a qui sont encore en vie? Est-ce qu'il y en a un des deux qui est en vie? Non, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Betty Hill. Barney Hill est décédé en 1969. Ouais. Et Betty Hill est décédée au début des années 2000, je crois. C'est 2002 ou 2004. Et moi, j'ai eu la chance de la rencontrer à plusieurs reprises. Donc, ce que l'on va refaire dans le cadre de l'émission, c'est de refaire le trajet qu'ils ont suivi, estimer s'il manquait réellement 2 heures au temps pris à circuler le long de la route. Et je vais rencontrer donc des gens qui ont enquêté sur cette affaire-là. On va regarder le dossier médical du couple. On a eu accès aux bandes audio de leur séance d'hypnose. Donc, on va regarder tout ça. On va essayer de se poser la question, est-ce que oui ou non, il faut croire à l'enlèvement de ces gens-là, ou est-ce que tout ça est une sorte de grand fantasme qui, depuis maintenant 50 ans, alimente le milieu des ovnis? Puis ça va être présenté quand exactement? C'est cet automne à Historia. Là, je peux pas te donner une date, mais c'est sûr que il y aura certainement beaucoup de publicité, puis j'aurai la chance sûrement d'en reparler à l'émission. De nous tenir au courant. All right. Oui. Hey, rentrons donc dans notre actualité insolite de la semaine. Yannick, tu me permets-tu de faire un petit aparté? Ben oui. Écoute, je t'entendais, toi et Mélissa, parler tantôt de ce joyeux luron qui passait de porte en porte pour inciter les femmes à prendre des douches. Carlos Palomino. Oh, Carlos! Eh bien, écoute, tu vas être surpris d'apprendre que l'un des plus grands tueurs en série de l'histoire américaine a utilisé une technique très semblable. C'était lequel? En 1961, tu vois comment il y a eu une sorte d'escalade. Hein? En 1961, dans la région de Boston, il y avait un type que la police avait surnommé l'homme aux mesures. Donc, ce type-là, ce qu'il faisait, crois-le ou non, il regardait des femmes dans la rue, des femmes qui étaient jolies, là, il les approchait, il disait à ces femmes-là, vous savez, moi, je travaille pour une agence de mannequins, et je vous regardais, là, et vous avez tout le profil pour devenir mannequin international. Ben, crois-le ou non, ces femmes-là invitaient cet individu chez elles, et là, lui sortait un galon à mesurer, et là, prenait le mensuration. Et en utilisant cette technique, sans vraiment brusquer les dames, c'était pas vraiment des agressions sexuelles.
ce type-là a réussi à avoir des relations sexuelles avec plus de 300 femmes en utilisant cette technique de l'homme aux mesures. Et là, éventuellement, une femme, je crois que c'est vraiment une histoire un peu cocasse. Ouais. Une des femmes, une de ses victimes, disons-le, de mannequins pas sélectionnés, comme elle attendait d'avoir un appel de l'agence de mannequins et qu'un appel qu'elle n'a jamais reçu, c'est elle qui est allée faire une plainte à la police. Et là, lorsqu'on a commencé à parler de ça dans les journaux, il y a plein d'autres femmes qui ont sorti de l'ombre en disant, moi aussi, j'étais accostée par cet homme aux mesures, etc. Et finalement, la police a arrêté le fameux individu en question, un type qui s'appelait Albert de Salvo. Donc, on l'arrête, et pour fausse représentation, on comprend bien, là, on parle pas de viol ou d'agression, là, mais simplement fausse représentation d'avoir abordé ces femmes-là en se faisant passer pour un représentant d'une agence de mannequins. Le type va être condamné à quelques mois de prison. Il va être libéré ensuite, et là, on a l'impression qu'il retombe dans l'oubli. Mais 2 ans après, en 1963, la ville de Boston est aux prises avec un des pires tueurs en série de son histoire, qu'on va surnommer l'étrangleur de Boston. Et qui sera arrêté comme étant l'étrangleur de Boston? Albert de Salvo. Tu as tout compris. Ah oui, mais tu vois, je pensais que tu allais me parler de Ted Bundy ou encore de Jeffrey Dahmer. Ouais, non, c'était Albert de Salvo, dit l'étrangleur de Boston, décédé d'ailleurs en 1960. Au début des années 70, il a été poignardé en prison parce qu'il était impliqué dans du trafic de narcotiques derrière les barreaux. Ah oui. Donc, tu veux nous parler cette semaine de conspirationniste. Ben oui, écoute, c'est un article paru dans un magazine en ligne, le Broadly Magazine, et ça m'a très attiré cet article-là parce que ce qu'on y décrit, c'est quelque chose que je connais bien. Donc, je te mets un peu dans le bain. Il s'agit d'une Allemande de 35 ans, une dame qui s'appelle Stephanie Witscher, qui a donné une entrevue à un journaliste du Broadly, et elle raconte en fait sa descente aux enfers dans le milieu des conspirationnistes. Alors, je te mets un peu dans le contexte. La dame en question était pas intéressée par les théories du complot, là, rien de ça, jusqu'à ce qu'elle voit dans Internet un documentaire, un documentaire orienté, comme on dit dans le milieu journalistique, où l'on présentait les soi-disant incohérences dans les attentats du 11 septembre 2001. Donc, l'affaire des tours du World Trade Center, les avions, tout ça, le coup de Oussama Ben Laden. Ouais. Donc, elle regarde ça et on le sait, ces événements ont été très largement réutilisés par les théoriciens du complot pour dire, c'était un inside job, ce sont des Américains qui ont fait ça, il n'y a pas d'avion qui a frappé les tours, etc. Je pense qu'on a tout entendu des histoires. Mm-hmm. Donc, elle regarde ça et se dit, tiens, me semble que ça fait sens. Et là, elle va consulter des sites Internet, évidemment des sites Internet qui sont à la couleur des théories du complot. Et là, de plus en plus embrigadée là-dedans, elle va aller sur des blogs, des gens vont échanger avec elle. Et peu à peu, elle découvre en fait, elle le découvre pas, bien malgré elle est un peu endoctrinée là-dedans. Alors là, on l'amène sur d'autres sites qui parlent des chemtrails, qui parlent de à peu près toutes les histoires de complot. Et avec le temps, elle est peu à peu absorbée dans cette machine-là. Elle devient elle-même une conspirationniste de premier rang. Donc, peu à peu, elle va se mettre à dos ses amis, se mettre à dos sa famille. Et là, évidemment, ce qui se produit dans un cadre comme celui-là, c'est que les conspirationnistes se tiennent entre eux, se réunissent, ne parlent qu'entre eux, n'ont à peu près aucun contact avec l'extérieur. Et c'est ça qu'elle raconte dans cet article, qui est très intéressant parce qu'on voit que les conspirationnistes, on parle ici des purs et durs et militants, utilisent en fait les mêmes mécanismes que les mouvements sectaires. Donc, ces gens-là en arrivent à croire qu'ils sont imbus d'une sorte de mission extraordinaire et qu'ils doivent informer le monde. Ils sont également convaincus qu'ils détiennent une information privilégiée que le reste du monde ne sait pas. Donc, quand on regarde ça, tu as tout à fait l'impression d'être au même titre que les gourous des sectes. Les gens qui adhèrent à des sectes ont l'impression, en étant dans la secte, qu'ils bénéficient d'une information privilégiée parce qu'ils sont tout près du gourou, et bien sûr, le gourou leur dit que lui, il a une mission particulière, et là, ces gens-là acceptent de jouer, en fait, de devenir des soldats de cette mission. Donc, on a l'impression de voir un discours qui se radicalise comme ça parce que les gens sont entre eux, ne parlent qu'entre eux de leur histoire, n'ont absolument aucun contact avec l'extérieur. C'est exactement le même mécanisme d'endoctrinement que tu retrouves, par exemple, avec les djihad. C'est donc, on le sait, les membres du judaïsme
font un peu comme ça une représentation sur des pages web, Facebook, et attirent des jeunes dans leur rang. Et elle, ce qu'elle raconte, c'est que, en fait, on n'a pas besoin d'aller chercher vers les extrémistes de l'islam. Les théoriciens du complot utilisent exactement la même chose. Et elle dit que là, évidemment, elle a compris l'erreur, parce que, bon, des gens lui ont fait comprendre, ils ont réussi à la convaincre d'aller consulter d'autres sources, et dans lesquelles, évidemment, elle s'est vite rendu compte que les chemtrails, dont on a parlé d'ailleurs rapidement la semaine dernière, les chemtrails, le 11 septembre et tous ces trucs-là, étaient de la foutaise. Et là, elle a viré sa veste de bord et elle a mis une page Facebook disponible dans laquelle elle raconte un peu tout ça et met en opposition les théories du complot avec des versions, disons, plus éduquées. Ben, crois-le ou non, elle a reçu des menaces, des intimidations et tout le reste, et c'est absolument aberrant. Et pourquoi je te parle de ça ce soir? Parce que je comprends bien ça moi-même à toutes les fois où je me suis exprimé sur des tribunes publiques, et je le fais ce soir, donc je m'attends bien à recevoir des courriels de gens qui vont ou bien m'insulter parce que je suis un imbécile, j'ai rien compris, je fais partie du complot, et il y a même des gens qui m'ont écrit quand j'ai parlé de ces trucs-là, des gens qui me disaient, Monsieur Page, je m'en allais à votre prochaine conférence, je vais vous casser la gueule, vous savez pas ce que vous parlez, documentez-vous, vous êtes un cave. Et c'est épouvantable de voir comment, dans certains milieux, les théories du complot sont devenues un enjeu, je dirais, presque spirituel. C'est très émotif, ça devient presque spirituel. Mais j'imagine que les gens qui t'envoient des menaces comme ça t'ont jamais vu en personne, donc ils n'ont pas vu ta corpulence et la grosseur de tes mains, là. Non, c'est sûr. Voilà. Je veux dire, quand t'es face à un bonhomme de 5 pieds 6 qui pèse 125 livres tout mouillé, écoute, on recule. Moi, j'aurais dit c'est 54-300, faire peur au monde. Là. Mais regarde, écoute. Mais qui dit secte, dit gourou, qui dit gourou, dit difficulté de s'en sortir. Donc, les gens, c'est quoi? Dès que la personne commence à se sortir de cette fameuse secte-là, où ils ont tous été endoctrinés, ben, il y a des gens qui deviennent méchants envers cette personne-là en disant t'as pas le droit de raconter En fait, ce qui est étonnant dans le cas des théoriciens du complot, c'est qu'il n'y a pas un gourou. Hein. C'est à peu près le même mécanisme psychologique sans le gourou. Parce que là, évidemment, dans les sectes, il y a le gourou qui gouverne, mais là, c'est plutôt une philosophie de groupe. Tu es en dehors du groupe, donc tu es contre nous. Alors là, c'est un peu les radicalistes de ce groupe-là qui vont réagir collectivement comme s'ils étaient le gourou. C'est absolument aberrant. Je te dis, Yannick, j'ai entendu des trucs, moi, des discours de complotistes qui étaient achetés sur le dos. Mais je me souviens une fois où tu es venu en studio, tu m'avais parlé un peu de conspirationnisme. Là, moi, j'avais dit à la blague, la plupart des conspirationnistes, c'est des gens qui sont en bobette dans le sous-sol. Et j'avais eu à peu près une dizaine de messages. Et ces messages-là, visiblement, parce que nous, on a l'adresse IP des gens qui nous écrivent, là, étaient pas envoyés par les mêmes personnes, mais ça commençait toujours par Yannick, tu ne comprends pas, laisse-moi t'expliquer. Ouais, c'est ça. Donc, on a cette même mécanique, en fait, de ces groupements occultes, pas occultes, mais cultistes, qui nous disent, t'as pas compris, là. M'a te raconté ça, le bon Dieu, les extraterrestres, les messagers, l'au-delà, en tout cas, peu importe, on les passe, on n'a pas compris, on n'est pas prêt. On ne sait pas de quoi on parle. Prochain sujet, Hitler, semblerait-il, était un bon garçon, selon certaines personnes. Oui, je t'ai envoyé, on va se mettre un peu dans le bain, allons-y. Je t'ai envoyé un petit extrait pour réentendre la voix de ce charismatique leader. Oui, puis effectivement, puis je tiens à le dire, Mélissa va être capable de traduire tout de suite après. Bon, parfait, on y va. Denn, als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, sprach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Traduction libre, Mélissa? J'ai tout compris, mais je peux pas répéter. Voilà. Non, d'ailleurs, je tiens à rassurer les auditeurs, j'ai pas pris un extrait où Hitler se vantait d'avoir éliminé des Juifs dans des camps de concentration. En fait, ce qu'il dit dans son discours, c'est la nécessité d'être membre du Parti nationaliste allemand, là, le fameux nationalisme socialiste. Donc, c'est de ça dont il parlait. Donc, oui, on parle d'Hitler. C'est un personnage qui continue de fasciner malgré qu'on en est 70 ans après officiellement sa mort. Et dès qu'on parle d'Hitler, évidemment, ça ravive toujours d'énormes passions. Et dans le cas de
de notre merveilleux personnage, ce qui suscite actuellement la controverse, c'est que la semaine dernière, il y a un historien allemand, Harald Sandner, qui a publié un ouvrage qui s'intitule, je te le traduis en français, là, ça s'intitule « L'itinéraire d'Hitler, faits et gestes de 1889 à 1945 ». Donc, c'est une immense brique. En fait, c'est 4 volumes, 4 tomes, qui représentent 2500 pages d'informations. Sandner a mis 20 ans à se documenter sur la vie de Hitler, de sa naissance en 1889 à Branham am Inn, en Autriche, jusqu'au moment où il s'est suicidé au Führerbunker à Berlin, le 30 avril 1945. Et pourquoi cet ouvrage-là fait beaucoup de controverses depuis une semaine? Ben, c'est parce que l'auteur s'est beaucoup attardé à des traits de caractère d'Hitler qui le rendent presque sympathique. Oh. Hein? Il nous dit, Hitler était pas, il nous dit pas qu'il était pas méchant, mais il nous dit, Hitler n'avait pas que des mauvais côtés. Il aimait, par exemple, la soupe au pain, qui était une spécialité de son pays. Il aimait les coupes de cheveux, il aimait les chiens, il aimait amener sa future Eva Braun au théâtre et à l'opéra. Bref, tu vois un peu le genre. On tente de l'humaniser. Voilà. Et ça déplaît énormément aux historiens qui, eux, disent on s'en fout qu'il aimait la soupe au pain, et on s'en fout qu'il aimait se faire couper les cheveux. Parce que ce n'est pas de cette manière-là qu'on veut se rappeler d'Hitler. Et quand je dis on veut se rappeler, on veut s'en rappeler en termes d'exemple à ne pas suivre. Hein? Ce type-là, quand même, il a pris le pouvoir en Allemagne en 1933, a amené finalement l'Allemagne dans une guerre mondiale, et à l'issue, on le sait, un terrible génocide, au moins 6 millions de Juifs, sans compter tous les déportés, tous les homosexuels, les gens de la Pologne. Bon, bref, ça a été un génocide incroyable. Et c'est ça que les historiens se posent comme question. Est-ce que le fait d'essayer de présenter d'Hitler des facettes sympathiques, est-ce qu'on n'est pas en train justement de minimiser son impact ou de rendre ses crimes plus acceptables en faisant de lui un individu, somme toute, assez banal? Et ça, les historiens se contestent énormément cette publication. J'avais vu une capsule sur YouTube, je pense que, puis c'est sous toute réserve, je pense qu'elle s'intitulait « Ici » et on parlait d'Hitler. Et Hitler s'est inscrit de façon volontaire à la Première Guerre mondiale. Oui, c'est absolument. Lui. Puis imagine-toi si on avait réussi à le descendre à la Première Guerre mondiale, possiblement qu'on n'aurait jamais eu la Deuxième Guerre mondiale. Absolument. Si Hitler avait été accepté aux Beaux-Arts, jamais on aurait connu Hitler. Ben, en fait, effectivement, parce que ce que tu mentionnes, en fait, pas beaucoup de gens savent que c'était un passionné de peinture. Il faisait des aquarelles entre les deux guerres, notamment. Il avait suivi des cours de peinture. Il espérait faire son entrée aux Beaux-Arts. Il allait souvent d'ailleurs au musée de Vienne où il y a de très très belles peintures. Et là, il déambulait et regardait ces peintures-là, rêvant lui-même de devenir un grand peintre de renommée. Mais finalement, il s'est endoctriné dans des mouvements socialistes nationalistes allemands. Et puis, il y a eu un putsch, à un moment donné, il a tenté de renverser le gouvernement. C'est durant ce putsch-là, d'ailleurs, qu'il a été arrêté. Il a été envoyé en prison pendant quelques mois, et c'est durant ces quelques mois-là, on est ici là, en 1924-1925 de mémoire, et c'est durant ces mois d'internement qu'il a écrit Mein Kampf, traduit en français par Mon combat, qui est un peu l'ouvrage phare de Hitler, dans lequel il dit, si éventuellement je prenais le pouvoir, je ferais ceci, je ferais cela, on éliminerait les Juifs, on ferait, à peu près tout le reste. En fait, la philosophie du Troisième Reich est écrite noir sur blanc dans Mein Kampf, et ça, c'était pratiquement 10 ans avant que Hitler prenne le pouvoir. On parle maintenant d'exorcisme sauvage. Oui, écoute, ce soir, je sais pas pourquoi, on y va vers des nouvelles qui sont un petit peu sombres. C'est un procès actuellement qui se tient dans la région d'Ottawa. Et écoute, on a l'impression de se retrouver là dans un pays sous-développé du tiers-monde, et non, ça se passe tout près de chez nous. C'est un ancien policier de la GRC qui est âgé de 44 ans et qui actuellement subit son procès pour des maltraitances envers son fils de 11 ans. Alors, je te place un peu dans le contexte. L'accusé, qui est d'origine libanaise, aurait torturé son fils, l'aurait menotté, affamé, l'aurait forcé à prendre des douches glaciales, il lui aurait même brûlé le pénis avec un briquet. Et là, crois-le ou non, l'accusé dit avoir commis tous ces méfaits parce qu'il croyait son fils possédé du démon.
Et le type en question est arrivé à cette conclusion parce qu'il avait surpris son fils, âgé de 11 ans, en train d'embrasser une petite voisine et caresser la petite voisine. On parle ici d'une fillette de son âge, là. Il les a donc surpris en train de s'embrasser là, derrière le hangar de la maison. Et là, le type est arrivé à la conclusion que son fils était possédé par le démon de la perversion. Et là, ben évidemment, il a appliqué la méthode forte et avec tout ce que ça a entraîné de torture et de maltraitance. Le type, là, maintenant, on vient d'apprendre d'ailleurs que durant son procès, c'est un peu étonnant que des gens aient fermé les yeux là-dessus. Bon, d'abord, la mère était au courant des sévices que son mari faisait subir à leur fils. Elle sera d'ailleurs, là maintenant c'est le procès de son mari, mais après ça, elle-même sera accusée, elle est accusée, elle va avoir un procès pour non-assistance à personne en danger. Mais ce qui est encore plus étonnant, on apprend qu'à un moment donné, durant cette descente, le père en question aurait appelé son frère, qui lui était plutôt d'obédience catholique. Et on le sait, la religion catholique est plus ouverte à l'idée de la possession diabolique et l'exorcisme. Donc le type appelle son frère et lui dit, écoute, j'ai l'impression que mon fils est possédé du démon. Alors, est-ce que tu pourrais pas me trouver un exorciste pour qu'on puisse pratiquer un rituel? Et le frère de lui répondre, écoute, mon petit Jean-Paul, tu devrais te calmer le pompon, là, je pense que tu es en train de déraper. Mais malgré ce discours-là, le frère en question n'a rien fait et a laissé finalement son neveu continuer à subir les sévices qu'il a subis pendant des semaines. Et ce sont finalement les autorités scolaires qui ont prévenu les autorités, la police. Et lorsque le père a été arrêté et que l'enfant a été un peu sorti du cadre familial, on parle ici d'un petit bonhomme de 11 ans, ben écoute, crois-le ou non, l'enfant ne pesait plus que 23 kilos. Oh. C'est 50 livres, tu sais. Fait que là, bon, donc, le procès se poursuit toute cette semaine et là, ben, évidemment, j'imagine qu'on va avoir droit à d'autres histoires d'horreur, mais tu sais que chaque année, on appelle ça des exorcismes sauvages, hein? Des exorcismes qui sont comme ça, orchestrés ou ritualisés par des gens qui n'appartiennent à aucun corps religieux officiel. Si on parle des grandes religions institutionnalisées, on sait que la religion catholique a ses prêtres exorcistes et à l'occasion, de plus en plus fréquemment, malheureusement, même si on a l'impression que plus on évolue, plus le rituel d'exorcisme semble sortir tout droit du Moyen-Âge, mais néanmoins, c'est vrai que depuis quelques années, il y a une recrudescence au sein même de l'Église catholique des cas rapportés dits de possession diabolique et de rituels d'exorcisme. Mais ces rituels-là sont généralement des rituels autorisés par, disons, l'Église elle-même et autorisés également par l'évêque et on suit quand même un protocole. C'est-à-dire qu'avant que l'évêque, on parle toujours de la religion catholique ici, avant que l'évêque n'autorise un exorcisme, bien sûr, il va s'assurer que le sujet possédé ait été vu par des psychologues et des psychiatres. Bon, il y a toute une sorte de mécanisme. En dehors de ces rituels-là, il y a ce qu'on appelle des exorcismes sauvages, c'est-à-dire des gens qui, du jour au lendemain, décident de s'improviser exorcistes et là, décident comme ça de soumettre leurs enfants, des membres de la famille ou des membres d'une petite congrégation à des rituels d'exorcisme. Et crois-le ou non, Yannick, il y a plus d'une centaine de personnes chaque année qui meurent dans le cadre de rituels d'exorcisme comme ceux-là, des exorcismes sauvages. Et ces exorcismes sauvages dont je te parle, ce sont des exorcismes qui se produisent aussi bien à Montréal qu'à Québec, qu'à Londres, Paris ou Ottawa. C'est pas dans des lieux reculés au Rwanda ou au Mozambique ou dans des pays comme ça du tiers-monde. On parle bel et bien de rituels d'exorcisme qui sont pratiqués dans des grandes civilisations, dans les grandes sociétés occidentales. C'est tout à fait épouvantable de voir que on continue à faire ça. Mais dans le cas de cet homme-là de 44 ans qui a maltraité son fils d'11 ans, on parle d'un ex-agent de la GRC, là, d'un homme qui était chargé de nous protéger. Là. Voilà, un homme non seulement chargé de nous protéger, mais dans lequel on avait toute confiance dans le jugement. Ouais. Et là, on apprend que ce type-là, c'est adonné à ce genre de dérapage avec son fils. Écoute, j'ai bien hâte de voir l'issue du procès pour voir quelle va être la défense de ses avocats.
Est-ce qu'ils vont plaider que le bonhomme souffrait d'un moment de démence passager, une dépression? Je sais pas trop, mais ça me paraît un peu difficile d'accepter que ce bonhomme-là ait occupé un poste aussi prestigieux que celui de policier de la GRC, qui est quand même un poste prestigieux, il faut le reconnaître, et puis là arrive devant les tribunaux avec des méfaits, des sévices comme ça sur son fils de 11 ans, et tout ça pour une préoccupation d'ordre religieuse et ses convictions que l'enfant était possédé. Pourquoi, Christian, on parle encore de Charles Manson? On veut pas l'oublier, cet homme-là? Ah, et là, écoute, Charles Manson. Là, je sais que j'ai entendu Mélissa depuis en début de soirée parler de nous comme si nous étions des vieux. Oui. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, donc, on a toute une génération d'auditeurs, probablement de jeunes auditeurs, qui textent, qui font des textos au téléphone et qui n'ont probablement jamais entendu parler de Charles Manson, ou que pour lesquels le nom de Charles Manson est quelque chose de très éloigné et même un peu de, comment je dirais, nébuleux. On ne sait pas trop qui il est. C'est un nom qui revient comme ça dans l'actualité. Alors, si tu me permets, je vais prendre une minute pour restituer nos jeunes auditeurs sur le personnage de Charles Manson. Manson est sans aucun doute l'assassin du 20e siècle le plus diabolisé. Et avec raison. Donc, je rappelle un peu les événements qui ont marqué, en fait, toute l'histoire d'une culture et d'une société. On est en 1969, été 1969, région de Los Angeles. Il y a d'abord un professeur de musique, un dénommé Gary Inman, qui est assassiné chez lui de manière assez sauvage, là. Donc, la gorge tranchée, coup de feu, etc. Mais Inman flirtait avec les milieux de la drogue, du trafic des narcotiques. Donc, les policiers imaginent qu'il s'agit d'un règlement de compte qui a mal tourné. Et puis, on arrive à cette terrible matinée du 10 août 1969, où là, une femme de ménage va se présenter au 10050 Celio Drive. C'est une résidence sur les hauteurs de Los Angeles. C'est une résidence qui est louée par le cinéaste et réalisateur Roman Polanski. Et lorsqu'elle entre dans les lieux, elle découvre le terrible massacre qui s'est produit la nuit précédente. On retrouve sur les lieux 5 cadavres. D'abord, un premier, un jeune du nom de Steve Parent, qui a été abattu dans l'allée à coups de revolver. Et dans la maison principale, on va retrouver un type qui s'appelle Wojciech Frykowski, qui était un ami intime de Roman Polanski. Un peu plus loin, Abigail Folger, l'héritière du fameux café Folger qu'on connaît bien. Il y a dans la maison J.C. Brink, qui est un coiffeur pour hommes du tout Hollywood, le grassin d'Hollywood, dont notamment Paul Newman et ses grandes vedettes des années 60 se faisaient coiffer par ce J.C. Brink. Et surtout, Sharon Tate, l'épouse de Roman Polanski, l'actrice âgée enceinte de 8 mois et demi. Tous ces gens-là ont été littéralement massacrés. Gorge tranchée, je te passe les détails macabres. Les assassins ont utilisé le sang de Sharon Tate, par exemple, qu'ils ont mis sur un linge, et ils ont écrit en lettres de sang sur la porte de la maison « Pig », qui veut dire « cochon ». C'est la façon dont on décrivait un peu dans les années 60, c'est un nom qu'on attribuait souvent aux bourgeois. Donc le mot « cochon » est écrit sur la porte. Et puis 48 heures après, il y a un couple, Rosemary et Leno Labienka, un couple qui sont les propriétaires d'une chaîne de magasins, un peu grande surface. On pourrait comparer ça, par exemple, ici au Québec, au magasin IGA, là, au métro, donc des magasins d'alimentation. Le couple est également assassiné de manière tout à fait atroce. On retrouve sur les murs des mots comme pig, helter skelter, écrits en lettres de sang. Et tout ça, éventuellement, va conduire la police dans une très, très longue enquête dans un ranch désaffecté dans le désert. Et là, on va arrêter une famille de hippies. Cette famille-là est dirigée par un individu, un monstre épouvantable, et qui pourtant ne mesure que 5 pieds 1. Hein. Il est tout petit, il n'est pas impressionnant comme individu, mais d'un charisme incroyable et qui réussissait en fait à maintenir sous son joug toute cette communauté de jeunes un peu éclatés, ces mal-aimés, ces paumés de la société, et il avait finalement fait de ces gens-là une communauté d'assassins. Et ce type-là s'appelle Charles Manson. Et l'idée de son crime, et c'est ça qui était incroyable, l'idée de son crime est probablement l'un des crimes occultes. Et puis, je te promets, Yannick, qu'à un moment donné, on va se faire une soirée crime occulte pour auditeurs avertis. Je vais te raconter des crimes occultes que j'ai couverts comme journaliste, des trucs qui vont faire dresser les cheveux sur la tête. C'est vendu d'avance. Mais
parlons de ce Manson, donc on l'arrête et on découvre que le motif de son crime, il écoutait la musique des Beatles, croyait que l'album blanc des Beatles, entre autres, quand on faisait tourner, là, je sais que Mélissa, c'est pas de quoi on parle, mais je parle ici d'albums en vinyle. Donc, ça venait pas d'une autre planète, ça existait vraiment, ça. On mettait ça sur une table, et là, on mettait une aiguille pour faire jouer ça. Mais Manson faisait tourner l'album blanc des Beatles à l'envers. La première pièce s'appelait Revolution 9 et on entendait John Lennon qui disait Number 9, Number 9, Number 9. Je pense que les gens qui connaissent bien la discographie des Beatles connaissent cette pièce. Quand on faisait tourner cette pièce-là à l'envers sur la table tournante, on entendait John Lennon qui disait Turn me on, dead man, Turn me on, dead man, qui voulait dire excite-moi, homme mort. Et Manson était persuadé que John Lennon s'adressait à lui. Et que là, le message des Beatles était clair. Il devait déclencher une guerre raciale à l'échelle de l'humanité. Et que là, les Noirs allaient vaincre les Blancs, parce que, selon Manson, les Noirs étaient plus sauvages que les Blancs. Mais une fois que les Noirs auraient éliminé les Blancs, ils étaient trop imbéciles pour se diriger eux-mêmes. Et là, on aurait besoin d'un leader charismatique pour gouverner le monde. Et ce leader charismatique serait lui. Et en commettant ces fameux crimes à Los Angeles à l'été de 1969, Manson croyait déclencher cette guerre raciale qui allait éventuellement éradiquer la race humaine. C'est un scénario, mais complètement invraisemblable et qui pourtant s'est bel et bien produit. Manson a été condamné en 1971. Lui et 4 de ses acolytes ont été condamnés à la prison à mort pas à la prison, mais à la peine de mort pour les crimes commis à Los Angeles. Mais en 1976, la Californie a renversé cette condamnation parce qu'elle a jugé que la peine de mort était inconstitutionnelle. Et là, les accusés qui attendaient d'être exécutés dans la chambre à gaz ont vu leur condamnation être commuée en prison à perpétuité. Manson est toujours en prison aujourd'hui. En fait, tous les membres du groupe sont toujours en prison. 2 d'entre eux sont décédés entre-temps. Les autres sont toujours incarcérés. La possibilité de leur libération conditionnelle, même s'ils ont droit à des demandes de libération conditionnelle, ce qui ne vient pas automatiquement, tous ces gens-là en sont à 8e, 9e ou 10e demande de libération conditionnelle qui survient toutes les 2-3 ans. Et jusqu'à maintenant, toutes les libérations conditionnelles leur ont été refusées. OK. Voilà. Et là, il y a des experts qui se seraient penchés sur le cas d'une possible victime de Charles Manson. Voilà. Quand on a arrêté Manson, évidemment, les meurtres principaux, c'était celui du musicien Gary Hinman, ceux de la maison Tate LaBianca, là, les crimes, c'est-à-dire Tate LaBianca, ce qui amenait finalement à 8 victimes. Mais Manson se disait, 8 victimes, mais j'en ai beaucoup plus à mon actif. Il se vantait à des co-détenus qu'il avait au moins tué une 30aine de personnes. Et là, peut-être que l'histoire est en train de lui donner raison, parce qu'on s'est dit, peut-être qu'il dit ça aussi pour se vanter. Mais à l'automne de 1969, la police de Los Angeles avait trouvé sur les collines qui entourent Los Angeles le cadavre d'une femme qui avait été poignardée à 150 reprises. On s'est bien entendu. 150 reprises. C'est tu voulais être bien sûr qu'elle soit morte, là, tu sais. Donc la police trouve le cadavre de cette jeune femme, constitue aux alentours de la vingtaine à peu près, et on va l'identifier. Quand on n'a pas d'identification positive aux États-Unis, on appelle ces inconnus Jane Doe ou John Doe, qui veut dire l'inconnu. Donc, cette jeune femme-là, pendant une 40aine d'années, va être à la morgue de Los Angeles sous le nom de Jane Doe numéro 59. Et puis voilà que maintenant, par toute une série de correspondances, les policiers croient avoir retrouvé des membres de la famille de cette Jane Doe et une analyse ADN a permis d'identifier la dame en question qui s'appelait Ruth Jurvetson. C'est une jeune femme qui était née en Suède, avait grandi à Montréal. On la retrouve en 1969 dans la région de Toronto, où elle va s'amouracher d'un certain John. Là, on comprend bien qu'on est en plein cœur du mouvement hippie. Donc, cette jeune femme s'est mise un peu à dos, parce qu'on comprend les marginaux de cette époque. Souvent, il y avait des frictions entre les parents et les jeunes. C'est encore le cas aujourd'hui, d'ailleurs, mais pour d'autres raisons. Les jeunes textent beaucoup trop au téléphone. Mais là, donc, on est dans le plein mouvement hippie, et cette jeune femme va se rendre sur la côte de la Californie avec son compagnon, son ami John, et elle va disparaître.
Et éventuellement, on va retrouver son cadavre à l'automne de 1969 sur les collines de Los Angeles. Et pourquoi on l'associe maintenant à Manson? C'est qu'à partir du moment où on a pu identifier la jeune femme, on a commencé à faire circuler ses photos. Et voilà qu'un ancien gardien de Spa Ranch, tu te rappelles tantôt quand je t'ai parlé de Manson, oui. Je t'ai dit, la famille Manson vivait dans une sorte de ranch abandonné. C'était en fait un ranch qui avait été construit comme décor de cinéma pour les westerns des années 50. Et puis le ranch avait été abandonné, les décors étaient restés en place, et Manson et sa famille, quand je dis famille, on s'entend, c'est les gens qui gravitaient autour de lui. C'est ces gens-là. Ouais, voilà. Donc, ces gens-là vivaient dans Spa Ranch. Et quand la photo a commencé à circuler, voilà qu'un ancien gardien de Spa Ranch, qui vivait sur place lorsque Manson et sa communauté y vivaient, est allé dire à la police, vous savez, cette jeune femme, elle me rappelle une certaine Sherry qui avait brièvement fréquenté la famille Manson en 1969. Alors, à partir de cette information, les policiers sont allés voir Manson, qui est toujours détenu, comme je l'ai mentionné, à la prison de Corcoran, la prison fédérale, et Manson, qui est âgé de 81 ans, mais qui semble tout à fait lucide. D'ailleurs, je t'ai envoyé un petit clip audio, si tu as le temps, tu pourras le passer. On entend Manson qui ne semble pas avoir aucun remords pour ce qu'il a fait. Et donc voilà, on est allé voir Manson en cellule, et là Manson, âgé de 81 ans, regardé la photo et il a simplement dit aux policiers, peut-être. Il a jamais voulu avouer que c'était lui. Non, c'est ça. Donc, il dit pas que oui, c'est des membres de sa famille qui ont assassiné cette jeune femme, mais il ne le nie pas non plus. Alors là, actuellement, la police est en train, bien sûr, d'enquêter là-dessus, essayer de retrouver d'autres membres de la famille Manson, parce que c'était quand même une assez grosse communauté. On parle d'une trentaine de personnes. Tous ces gens-là n'ont pas commis les fameux crimes de 1969. Ce sont les très, très proches de Manson. On parle de 6 ou 7 individus qui gravitaient de manière très proche de lui, qui ont commis ces crimes, alors que les autres étaient plutôt des hippies qui fréquentaient le groupe sans être partie prenante de ces activités. Donc, on attend pour voir est-ce qu'on aura identifié finalement une autre victime du terrible Charles Manson. Parfait. Hey, Christian, la semaine prochaine, est-ce qu'on se parle mercredi en direct des États-Unis d'Amérique? Oui, monsieur. On se parle, puis je vais te raconter un petit peu ce qui se passe et peut-être avoir des nouvelles sur Amityville. Entre-temps, on invite les gens sur ton site internet christianpage.ca. C'est bien ça. Merci, Christian. OK, bonne soirée à tous. Bye-bye. Christian Page, journaliste, chroniqueur, auteur, conférencier. Tellement sympathique. Très intéressant. Et quand il raconte les histoires, on a l'impression de la voir, l'histoire. On a l'impression de la vraiment vivre. Et je connaissais pas toute l'histoire de Charles Manson, entre autres son plan absolument diabolique de diriger la Terre, là, de diriger un peuple dont il n'était pas de la même couleur. C'est capoté, je savais pas. Je savais que Charles Manson était un fou dangereux, c'était un psychopathe. J'ai lu et j'ai vu beaucoup de trucs sur Charles Manson, et j'avais jamais entendu parler de son plan final de dominer la Terre. Il est 8h42, on fait une courte pause pour nous joindre en studio, c'est le 670. Minutes, désolé d'être un peu en retard ce soir. 670-9098, 1877-440-2464, c'est le numéro de téléphone pour nous joindre. Vous pouvez aussi nous contacter sur le live à radiox.com, advenant le cas, il se passe quelque chose sur la route. Si vous voyez des radars, les radars à Régis, les radars mobiles, on a besoin d'argent à Québec. Live à radiox.com ou encore radar à radiox.com, ça fonctionne. Mon prochain invité, c'est un de nos chroniqueurs. Il est journaliste, chroniqueur, auteur, conférencier. Il a plein de belles qualités. Christian Page, salut! Salut Yannick, salut Mélissa. Salut! L'enquêteur du paranormal a passé une belle semaine?
Oui, il a passé une belle semaine. Des grosses journées? Oh, des grosses journées. Je suis en plein tournage d'une nouvelle série qui prendra l'affiche à Historia cet automne, qui s'intitule L'enquêteur du paranormal. Alors, inutile de dire que ça fait des grosses journées, là, le tournage du matin au soir, comme ça, puis on est sur un agenda de tournage intensif. OK. Et la semaine prochaine, je me trompe pas, tu t'en vas aux États-Unis? Exactement, je serai toute la semaine aux États-Unis. Qu'est-ce que tu vas faire là? Oui, écoute, on va faire 2 trucs, entre autres. Je vais couvrir le soi-disant enlèvement de Betty et de Barney Hill, donc une histoire qui avait marqué l'univers des ovnis dans les années 60. Ouais. Donc, il s'agit d'un couple qui ont affirmé avoir été enlevés par des extraterrestres alors qu'ils revenaient de Montréal, traversaient les montagnes blanches en direction de Portsmouth ou New Hampshire, et là, ils ont observé un ovni durant ce trajet. Et puis, à un moment donné, il y a quelque chose d'assez bizarre qui se passe. Ils ont l'impression de s'endormir. Et lorsqu'ils se réveillent, ils sont en fait 57 kilomètres plus loin sur l'autoroute. Donc, il y a donc un trajet dont ils ne gardent aucun souvenir. Et lorsqu'ils arrivent chez eux, ils ont l'impression qu'ils arrivent en fait 2 heures plus tard que prévu. Et tout ça, pour te faire une histoire courte, va engendrer toutes sortes de problèmes. En 1963, parce que l'incident dont je te parle s'est produit dans la nuit du 19 septembre 1961. Et lorsque, en 1963, incapables de gérer toute cette dynamique née après cette rencontre, ils vont rencontrer un médecin de Boston qui va les placer en état d'hypnose. Et là, pour la première fois, c'est le premier véritable récit qu'on va colliger dans ce sens-là. Ils vont raconter sous hypnose qu'ils auraient été enlevés par des extraterrestres. Alors donc, la semaine prochaine, l'enquêteur du paranormal sera au New Hampshire pour enquêter là-dessus. Et l'enquêteur du paranormal va pousser aussi jusqu'à Amityville. Oh. Donc, et bon, là, on n'entrera pas dans les détails. Je pense que les auditeurs savent ce que je vais aller faire à Amityville. Je n'irai pas là pour jouer à la pétanque. Hein? OK, puis pour ce qui est de l'enlèvement extraterrestre, ces gens-là, est-ce qu'il y en a qui sont encore en vie? Est-ce qu'il y en a un des deux qui est en vie? Non, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Betty Hill. Barney Hill est décédé en 1969. Ouais. Et Betty Hill est décédée au début des années 2000, je crois. C'est 2002 ou 2004. Et moi, j'ai eu la chance de la rencontrer à plusieurs reprises. Donc, ce que l'on va refaire dans le cadre de l'émission, c'est de refaire le trajet qu'ils ont suivi, estimer s'il manquait réellement 2 heures au temps pris à circuler le long de la route. Et je vais rencontrer donc des gens qui ont enquêté sur cette affaire-là. On va regarder le dossier médical du couple. On a eu accès aux bandes audio de leur séance d'hypnose. Donc, on va regarder tout ça. On va essayer de se poser la question, est-ce que oui ou non, il faut croire à l'enlèvement de ces gens-là, ou est-ce que tout ça est une sorte de grand fantasme qui, depuis maintenant 50 ans, alimente le milieu des ovnis? Puis ça va être présenté quand exactement? C'est cet automne à Historia. Là, je peux pas te donner une date, mais c'est sûr que il y aura certainement beaucoup de publicité, puis j'aurai la chance sûrement d'en reparler à l'émission. De nous tenir au courant. All right. Oui. Hey, rentrons donc dans notre actualité insolite de la semaine. Yannick, tu me permets-tu de faire un petit aparté? Ben oui. Écoute, je t'entendais, toi et Mélissa, parler tantôt de ce joyeux luron qui passait de porte en porte pour inciter les femmes à prendre des douches. Carlos Palomino. Oh, Carlos! Eh bien, écoute, tu vas être surpris d'apprendre que l'un des plus grands tueurs en série de l'histoire américaine a utilisé une technique très semblable. C'était lequel? En 1961, tu vois comment il y a eu une sorte d'escalade. Hein? En 1961, dans la région de Boston, il y avait un type que la police avait surnommé l'homme aux mesures. Donc, ce type-là, ce qu'il faisait, crois-le ou non, il regardait des femmes dans la rue, des femmes qui étaient jolies, là, il les approchait, il disait à ces femmes-là, vous savez, moi, je travaille pour une agence de mannequins, et je vous regardais, là, et vous avez tout le profil pour devenir mannequin international. Ben, crois-le ou non, ces femmes-là invitaient cet individu chez elles, et là, lui sortait un galon à mesurer, et là, prenait le mensuration. Et en utilisant cette technique, sans vraiment brusquer les dames, c'était pas vraiment des agressions sexuelles, ce type-là a réussi à avoir des relations sexuelles avec plus de 300 femmes en utilisant cette technique de l'homme aux mesures. Et là, éventuellement, une femme, je crois que c'est vraiment une histoire un peu cocasse. Ouais. Une des femmes, une de ses victimes,
victime, disons-le, de mannequins pas sélectionnés, comme elle attendait d'avoir un appel de l'agence de mannequins et qu'un appel qu'elle n'a jamais reçu, c'est elle qui est allée faire une plainte à la police. Et là, lorsqu'on a commencé à parler de ça dans les journaux, il y a plein d'autres femmes qui ont sorti de l'ombre en disant, moi aussi, j'étais accostée par cet homme aux mesures, etc. Et finalement, la police a arrêté le fameux individu en question, un type qui s'appelait Albert de Salvo. Donc, on l'arrête, et pour fausse représentation, on comprend bien, là, on parle pas de viol ou d'agression, là, mais simplement fausse représentation d'avoir abordé ces femmes-là en se faisant passer pour un représentant d'une agence de mannequins. Le type va être condamné à quelques mois de prison. Il va être libéré ensuite, et là, on a l'impression qu'il retombe dans l'oubli. Mais 2 ans après, en 1963, la ville de Boston est aux prises avec un des pires tueurs en série de son histoire, qu'on va surnommer l'étrangleur de Boston. Et qui sera arrêté comme étant l'étrangleur de Boston? Albert de Salvo. Tu as tout compris. Ah oui, mais tu vois, je pensais que tu allais me parler de Ted Bundy ou encore de Jeffrey Dahmer. Ouais, non, c'était Albert de Salvo, dit l'étrangleur de Boston, décédé d'ailleurs en 1960. Au début des années 70, il a été poignardé en prison parce qu'il était impliqué dans du trafic de narcotiques derrière les barreaux. Ah ouais. Donc, tu veux nous parler cette semaine de conspirationniste. Ben oui, écoute, c'est un article paru dans un magazine en ligne, le Broadly Magazine, et ça m'a très attiré cet article-là parce que ce qu'on y décrit, c'est quelque chose que je connais bien. Donc, je te mets un peu dans le bain. Il s'agit d'une Allemande de 35 ans, une dame qui s'appelle Stephanie Witscher, qui a donné une entrevue à un journaliste du Broadly, et elle raconte en fait sa descente aux enfers dans le milieu des conspirationnistes. Alors, je te mets un peu dans le contexte. La dame en question était pas intéressée par les théories du complot, là, rien de ça, jusqu'à ce qu'elle voit dans Internet un documentaire, un documentaire orienté, comme on dit dans le milieu journalistique, où l'on présentait les soi-disant incohérences dans les attentats du 11 septembre 2001. Donc, l'affaire des tours du World Trade Center, les avions, tout ça, le coup de Oussama Ben Laden. Ouais. Donc, elle regarde ça et on le sait, ces événements ont été très largement réutilisés par les théoriciens du complot pour dire, c'était un inside job, ce sont des Américains qui ont fait ça, il n'y a pas d'avion qui a frappé les tours, etc. Je pense qu'on a tout entendu des histoires. Mm-hmm. Donc, elle regarde ça et se dit, tiens, me semble que ça fait sens. Et là, elle va consulter des sites Internet, évidemment des sites Internet qui sont à la couleur des théories du complot. Et là, de plus en plus embrigadée là-dedans, elle va aller sur des blogs, des gens vont échanger avec elle. Et peu à peu, elle découvre en fait, elle le découvre pas, bien malgré elle est un peu endoctrinée là-dedans. Alors là, on l'amène sur d'autres sites qui parlent des chemtrails, qui parlent de à peu près toutes les histoires de complot. Et avec le temps, elle est peu à peu absorbée dans cette machine-là. Elle devient elle-même une conspirationniste de premier rang. Donc, peu à peu, elle va se mettre à dos ses amis, se mettre à dos sa famille. Et là, évidemment, ce qui se produit dans un cadre comme celui-là, c'est que les conspirationnistes se tiennent entre eux, se réunissent, ne parlent qu'entre eux, n'ont à peu près aucun contact avec l'extérieur. Et c'est ça qu'elle raconte dans cet article, qui est très intéressant parce qu'on voit que les conspirationnistes, on parle ici des purs et durs et militants, utilisent en fait les mêmes mécanismes que les mouvements sectaires. Donc, ces gens-là en arrivent à croire qu'ils sont imbus d'une sorte de mission extraordinaire et qu'ils doivent informer le monde. Ils sont également convaincus qu'ils détiennent une information privilégiée que le reste du monde ne sait pas. Donc, quand on regarde ça, tu as tout à fait l'impression d'être au même titre que les gourous des sectes. Les gens qui adhèrent à des sectes ont l'impression, en étant dans la secte, qu'ils bénéficient d'une information privilégiée parce qu'ils sont tout près du gourou, et bien sûr, le gourou leur dit que lui, il a une mission particulière, et là, ces gens-là acceptent de jouer, en fait, de devenir des soldats de cette mission. Donc, on a l'impression de voir un discours qui se radicalise comme ça parce que les gens sont entre eux, ne parlent qu'entre eux de leur histoire, n'ont absolument aucun contact avec l'extérieur. C'est exactement le même mécanisme d'endoctrinement que tu retrouves, par exemple, avec les djihad. C'est donc, on le sait, les membres du judaïsme font un peu comme ça une représentation sur des pages web, Facebook, et attirent des jeunes dans leur rang.
Et elle, ce qu'elle raconte, c'est que, en fait, on n'a pas besoin d'aller chercher vers les extrémistes de l'islam. Les théoriciens du complot utilisent exactement la même chose. Et elle dit que là, évidemment, elle a compris l'erreur parce que, bon, des gens lui ont fait comprendre, ils ont réussi à la convaincre d'aller consulter d'autres sources et dans lesquelles, évidemment, elle s'est vite rendu compte que les chemtrails, dont on a parlé d'ailleurs rapidement la semaine dernière, ouais. Les chemtrails, le 11 septembre et tous ces trucs-là étaient de la foutaise. Et là, elle a viré sa veste de bord et elle a mis une page Facebook disponible dans laquelle elle raconte un peu tout ça et met en opposition les théories du complot avec des versions, disons, plus éduquées. Ben, crois-le ou non, elle a reçu des menaces, des intimidations et tout le reste, et c'est absolument aberrant. Et pourquoi je te parle de ça ce soir? Parce que je comprends bien ça moi-même à toutes les fois où je me suis exprimé sur des tribunes publiques, et je le fais ce soir, donc je m'attends bien à recevoir des courriels de gens qui vont ou bien m'insulter parce que je suis un imbécile, j'ai rien compris, je fais partie du complot, et il y a même des gens qui m'ont écrit quand j'ai parlé de ces trucs-là, des gens qui me disaient, Monsieur Page, je m'en allais à votre prochaine conférence, je vais vous casser la gueule, vous savez pas ce que vous parlez, documentez-vous, vous êtes un cave. Et c'est épouvantable de voir comment, dans certains milieux, les théories du complot sont devenues un enjeu, je dirais, presque spirituel. C'est très émotif, ça devient presque spirituel. Mais j'imagine que les gens qui t'envoient des menaces comme ça t'ont jamais vu en personne, donc ils n'ont pas vu ta corpulence et la grosseur de tes mains, là. Non, c'est sûr. Voilà. Je veux dire, quand t'es face à un bonhomme de 5 pieds 6 qui pèse 125 livres tout mouillé, écoute, on recule. Moi, j'aurais dit c'est 54-300, faire peur au monde. Là. Mais regarde, écoute. Mais qui dit secte, dit gourou. Qui dit gourou, dit difficulté de s'en sortir. Donc, les gens, c'est quoi? Dès que la personne commence à se sortir de cette fameuse secte-là, où ils ont tous été endoctrinés, ben, il y a des gens qui deviennent méchants envers cette personne-là en disant t'as pas le droit de raconter en fait, ce qui est étonnant dans le cas des théoriciens du complot, ouais. c'est qu'il n'y a pas un gourou. Hein. C'est à peu près le même mécanisme psychologique sans le gourou. Parce voilà. que là, évidemment, dans les sectes, il y a le gourou qui gouverne, mais là, c'est plutôt une philosophie de groupe. Tu es en dehors du groupe, donc tu es contre nous. Alors là, c'est un peu les radicalistes de ce groupe-là qui vont réagir collectivement comme s'ils étaient le gourou. Ouais. C'est absolument aberrant. Je te dis, Yannick, j'ai entendu des trucs, moi, des discours de complotistes ouais. qui étaient achetés sur le dos. Mais je me souviens une fois où tu es venu en studio, tu m'avais parlé un peu de conspirationnisme. Là, moi, j'avais dit à la blague, la plupart des conspirationnistes, c'est des gens qui sont en bobette dans le sous-sol. Et j'avais eu à peu près une dizaine de messages. Et ces messages-là, visiblement, parce que nous, on a l'adresse IP des gens qui nous écrivent, là, étaient pas envoyés par les mêmes personnes, mais ça commençait toujours par Yannick, tu ne comprends pas, laisse-moi t'expliquer. Ouais, c'est ça. Donc, on a cette même mécanique, en fait, de ces groupements occultes, pas occultes, mais cultistes, qui nous disent, t'as pas compris, là. M'a te raconté ça, le bon Dieu, les extraterrestres, les messagers, l'au-delà, en tout cas, peu importe, on les passe, on n'a pas compris, on n'est pas prêt. On ne sait pas de quoi on parle. Prochain sujet, Hitler, semblerait-il, était un bon garçon, selon certaines personnes. Oui, je t'ai envoyé, on va se mettre un peu dans le bain, allons-y. Je t'ai envoyé un petit extrait pour réentendre la voix de ce charismatique leader. Oui, puis effectivement, puis je tiens à le dire, Mélissa va être capable de traduire tout de suite après. Bon, parfait, on y va. Denn, als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, sprach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Traduction libre, Mélissa? J'ai tout compris, mais je peux pas répéter. Voilà. Non, d'ailleurs, je tiens à rassurer les auditeurs, j'ai pas pris un extrait où Hitler se vantait d'avoir éliminé des Juifs dans des camps de concentration. Là. En fait, ce qu'il dit dans son discours, c'est la nécessité d'être membre du Parti nationaliste allemand, là, le fameux nationalisme socialiste. Donc, c'est de ça dont il parlait. Donc, oui, on parle d'Hitler. C'est un personnage qui continue de fasciner malgré qu'on en est 70 ans après officiellement sa mort. Et dès qu'on parle d'Hitler, évidemment, ça ravive toujours d'énormes passions. Et dans le cas de notre merveilleux personnage, ce qui suscite actuellement la controverse,
c'est que la semaine dernière, il y a un historien allemand, Harald Sandner, qui a publié un ouvrage qui s'intitule, je te le traduis en français, là, ça s'intitule « L'itinéraire d'Hitler, faits et gestes de 1889 à 1945 ». Donc, c'est une immense brique. En fait, c'est 4 volumes, 4 tomes qui représentent 2500 pages d'informations. Sandner a mis 20 ans à se documenter sur la vie de Hitler, de sa naissance en 1889 à Branham am Inn, en Autriche, jusqu'au moment où il s'est suicidé au Führerbunker à Berlin le 30 avril 1945. Et pourquoi cet ouvrage-là fait beaucoup de controverses depuis une semaine? C'est parce que l'auteur s'est beaucoup attardé à des traits de caractère d'Hitler qui le rendent presque sympathique. Oh. Hein? Il nous dit, Hitler était pas, il nous dit pas qu'il était pas méchant, mais il nous dit, Hitler n'avait pas que des mauvais côtés. Il aimait, par exemple, la soupe au pain. Qui était une spécialité de son pays. Il aimait les coupes de cheveux, il aimait les chiens, il aimait amener sa future Eva Braun au théâtre et à l'opéra. Bref, tu vois un peu le genre. On tente de l'humaniser. Voilà. Et ça déplaît énormément aux historiens qui, eux, disent on s'en fout qu'il aimait la soupe au pain, et on s'en fout qu'il aimait se faire couper les cheveux. Parce que ce n'est pas de cette manière-là qu'on veut se rappeler d'Hitler. Et quand je dis on veut se rappeler, on veut s'en rappeler en termes d'exemple à ne pas suivre. Hein? Ce type-là, quand même, il a pris le pouvoir en Allemagne en 1933, a amené finalement l'Allemagne dans une guerre mondiale, et à l'issue, on le sait, un terrible génocide, au moins 6 millions de Juifs, sans compter tous les déportés, tous les homosexuels, les gens de la Pologne. Bon, bref, ça a été un génocide incroyable. Et c'est ça que les historiens se posent comme question. Est-ce que le fait d'essayer de présenter d'Hitler des facettes sympathiques, est-ce qu'on n'est pas en train justement de minimiser son impact ou de rendre ses crimes plus acceptables en faisant de lui un individu, somme toute, assez banal? Et ça, les historiens se contestent énormément cette publication. J'avais vu une capsule sur YouTube, je pense que, puis c'est sous toute réserve, je pense qu'elle s'intitulait « Ici » et on parlait d'Hitler. Et Hitler s'est inscrit de façon volontaire à la Première Guerre mondiale. Oui, c'est absolument. Lui. Puis imagine-toi si on avait réussi à le descendre à la Première Guerre mondiale, possiblement qu'on n'aurait jamais eu la Deuxième Guerre mondiale. Absolument. Si Hitler avait été accepté aux Beaux-Arts, jamais on aurait connu Hitler. En fait, effectivement, parce que ce que tu mentionnes, en fait, pas beaucoup de gens savent que c'était un passionné de peinture. Il faisait des aquarelles entre les deux guerres, notamment. Il avait suivi des cours de peinture. Il espérait faire son entrée aux Beaux-Arts. Il allait souvent d'ailleurs au musée de Vienne où il y a de très très belles peintures. Et là, il déambulait et regardait ces peintures-là, rêvant lui-même de devenir un grand peintre de renommée. Mais finalement, il s'est endoctriné dans des mouvements socialistes nationalistes allemands. Et puis, il y a eu un putsch, à un moment donné, il a tenté de renverser le gouvernement. C'est durant ce putsch-là, d'ailleurs, qu'il a été arrêté. Il a été envoyé en prison pendant quelques mois, et c'est durant ces quelques mois-là, on est ici là, en 1924-1925 de mémoire, et c'est durant ces mois d'internement qu'il a écrit Mein Kampf, traduit en français par Mon combat, qui est un peu l'ouvrage phare de Hitler, dans lequel il dit, si éventuellement je prenais le pouvoir, je ferais ceci, je ferais cela, on éliminerait les Juifs, on ferait, à peu près tout le reste. En fait, la philosophie du Troisième Reich est écrite noir sur blanc dans Mein Kampf, et ça, c'était pratiquement 10 ans avant que Hitler prenne le pouvoir. On parle maintenant d'exorcisme sauvage. Oui, écoute, ce soir, je sais pas pourquoi, on y va vers des nouvelles qui sont un petit peu sombres. C'est un procès actuellement qui se tient dans la région d'Ottawa. Et écoute, on a l'impression de se retrouver là dans un pays sous-développé du tiers-monde, et non, ça se passe tout près de chez nous. C'est un ancien policier de la GRC qui est âgé de 44 ans et qui actuellement subit son procès pour des maltraitances envers son fils de 11 ans. Alors, je te place un peu dans le contexte. L'accusé, qui est d'origine libanaise, aurait torturé son fils, l'aurait menotté, affamé, l'aurait forcé à prendre des douches glaciales, il lui aurait même brûlé le pénis avec un briquet. Et là, crois-le ou non, l'accusé dit avoir commis tous ces méfaits parce qu'il croyait son fils possédé du démon. Et le type en question
est arrivé à cette conclusion parce qu'il avait surpris son fils, âgé de 11 ans, en train d'embrasser une petite voisine et caresser la petite voisine. On parle ici d'une fillette de son âge, là. Il les a donc surpris en train de s'embrasser, là, derrière le hangar de la maison. Et là, le type est arrivé à la conclusion que son fils était possédé par le démon de la perversion. Et là, ben évidemment, il a appliqué la méthode forte, et avec tout ce que ça a entraîné de torture et de maltraitance. Le type, là, maintenant, on vient d'apprendre d'ailleurs que durant son procès, c'est un peu étonnant que des gens aient fermé les yeux là-dessus. Bon, d'abord, la mère était au courant des sévices que son mari faisait subir à leur fils. Elle sera d'ailleurs, là maintenant c'est le procès de son mari, mais après ça, elle-même sera accusée, elle est accusée, elle va avoir un procès pour non-assistance à personne en danger. Mais ce qui est encore plus étonnant, on apprend qu'à un moment donné, durant cette descente, le père en question aurait appelé son frère, qui lui était plutôt d'obédience catholique. Et on le sait, la religion catholique est plus ouverte à l'idée de la possession diabolique et l'exorcisme. Donc le type appelle son frère et lui dit, écoute, j'ai l'impression que mon fils est possédé du démon. Alors, est-ce que tu pourrais pas me trouver un exorciste pour qu'on puisse pratiquer un rituel? Et le frère de lui répondre, écoute, mon petit Jean-Paul, tu devrais te calmer le pompon, là, je pense que tu es en train de déraper. Mais malgré ce discours-là, le frère en question n'a rien fait et a laissé finalement son neveu continuer à subir les sévices qu'il a subis pendant des semaines. Et ce sont finalement les autorités scolaires qui ont prévenu les autorités, la police. Et lorsque le père a été arrêté et que l'enfant a été un peu sorti du cadre familial, on parle ici d'un petit bonhomme de 11 ans, ben écoute, crois-le ou non, l'enfant ne pesait plus que 23 kilos. Oh. C'est 50 livres, tu sais. Fait que là, bon, donc, le procès se poursuit toute cette semaine et là, ben, évidemment, j'imagine qu'on va avoir droit à d'autres histoires d'horreur, mais tu sais que chaque année, on appelle ça des exorcismes sauvages, hein? Des exorcismes qui sont comme ça, orchestrés ou ritualisés par des gens qui n'appartiennent à aucun corps religieux officiel. Si on parle des grandes religions institutionnalisées, on sait que la religion catholique a ses prêtres exorcistes et à l'occasion, de plus en plus fréquemment, malheureusement, même si on a l'impression que plus on évolue, plus le rituel d'exorcisme semble sortir tout droit du Moyen-Âge, mais néanmoins, c'est vrai que depuis quelques années, il y a une recrudescence au sein même de l'Église catholique des cas rapportés dits de possession diabolique et de rituels d'exorcisme. Mais ces rituels-là sont généralement des rituels autorisés par, disons, l'Église elle-même et autorisés également par l'évêque et on suit quand même un protocole. C'est-à-dire qu'avant que l'évêque, on parle toujours de la religion catholique ici, avant que l'évêque n'autorise un exorcisme, bien sûr, il va s'assurer que le sujet possédé ait été vu par des psychologues et des psychiatres. Bon, il y a toute une sorte de mécanisme. En dehors de ces rituels-là, il y a ce qu'on appelle des exorcismes sauvages, c'est-à-dire des gens qui, du jour au lendemain, décident de s'improviser exorcistes et là, décident comme ça de soumettre leurs enfants, des membres de la famille ou des membres d'une petite congrégation à des rituels d'exorcisme. Et crois-le ou non, Yannick, il y a plus d'une centaine de personnes chaque année qui meurent dans le cadre de rituels d'exorcisme comme ceux-là, des exorcismes sauvages. Et ces exorcismes sauvages dont je te parle, ce sont des exorcismes qui se produisent aussi bien à Montréal qu'à Québec, qu'à Londres, Paris ou Ottawa. C'est pas dans des lieux reculés au Rwanda ou au Mozambique ou dans des pays comme ça du tiers-monde. On parle bel et bien de rituels d'exorcisme qui sont pratiqués dans des grandes civilisations, dans les grandes sociétés occidentales. C'est tout à fait épouvantable de voir que on continue à faire ça. Mais dans le cas de cet homme-là de 44 ans qui a maltraité son fils d'11 ans, on parle d'un ex-agent de la GRC, là, d'un homme qui était chargé de nous protéger. Là. Voilà, un homme non seulement chargé de nous protéger, mais dans lequel on avait toute confiance dans le jugement. Ouais. Et là, on apprend que ce type-là, c'est adonné à ce genre de dérapage avec son fils. Écoute, j'ai bien hâte de voir l'issue du procès pour voir quelle va être la défense de ses avocats. Est-ce qu'ils vont plaider que le bonhomme souffrait d'un moment de démence passager, une dépression, je sais pas trop, mais ça me paraît un peu difficile d'accepter que ce bonhomme-là ait occupé un poste aussi prestigieux que celui de policier de la GRC, qui est quand même un poste prestigieux, il faut le reconnaître, et puis là arrive devant les tribunaux avec
des méfaits, des sévices comme ça sur son fils de 11 ans, et tout ça pour une préoccupation d'ordre religieuse et ses convictions que l'enfant était possédé. Pourquoi, Christian, on parle encore de Charles Manson? On veut pas l'oublier, cet homme-là? Ah, et là, écoute, Charles Manson. Là, je sais que j'ai entendu Mélissa depuis en début de soirée parler de nous comme si nous étions des vieux. Oui. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, on a toute une génération d'auditeurs, probablement de jeunes auditeurs, qui textent, qui font des textos au téléphone et qui n'ont probablement jamais entendu parler de Charles Manson, ou que pour lesquels le nom de Charles Manson est quelque chose de très éloigné et même un peu de, comment je dirais, nébuleux. On ne sait pas trop qui il est. C'est un nom qui revient comme ça dans l'actualité. Alors, si tu me permets, je vais prendre une minute pour restituer nos jeunes auditeurs sur le personnage de Charles Manson. Manson est sans aucun doute l'assassin du 20e siècle le plus diabolisé. Et avec raison. Donc, je rappelle un peu les événements qui ont marqué, en fait, toute l'histoire d'une culture et d'une société. On est en 1969, été 1969, région de Los Angeles. Il y a d'abord un professeur de musique, un dénommé Gary Inman, qui est assassiné chez lui de manière assez sauvage, là. Donc, la gorge tranchée, coup de feu, etc. Mais Inman flirtait avec les milieux de la drogue, du trafic des narcotiques. Donc, les policiers imaginent qu'il s'agit d'un règlement de compte qui a mal tourné. Et puis, on arrive à cette terrible matinée du 10 août 1969, où là, une femme de ménage va se présenter au 10050 Celio Drive. C'est une résidence sur les hauteurs de Los Angeles. C'est une résidence qui est louée par le cinéaste et réalisateur Roman Polanski. Et lorsqu'elle entre dans les lieux, elle découvre le terrible massacre qui s'est produit la nuit précédente. On retrouve sur les lieux 5 cadavres. D'abord, un premier, un jeune du nom de Steve Parent, qui a été abattu dans l'allée à coups de revolver. Et dans la maison principale, on va retrouver un type qui s'appelle Wojciech Frykowski, qui était un ami intime de Roman Polanski. Un peu plus loin, Abigail Folger, l'héritière du fameux café Folger qu'on connaît bien. Il y a dans la maison J.C. Brink, qui est un coiffeur pour hommes du tout Hollywood, le grassin d'Hollywood, dont notamment Paul Newman et ses grandes vedettes des années 60 se faisaient coiffer par ce J.C. Brink. Et surtout, Sharon Tate, l'épouse de Roman Polanski, l'actrice âgée enceinte de 8 mois et demi. Tous ces gens-là ont été littéralement massacrés. Gorge tranchée, je te passe les détails macabres. Les assassins ont utilisé le sang de Sharon Tate, par exemple, qu'ils ont mis sur un linge, et ils ont écrit en lettres de sang sur la porte de la maison « Pig », qui veut dire « cochon ». C'est la façon dont on décrivait un peu dans les années 60, c'est un nom qu'on attribuait souvent aux bourgeois. Donc le mot « cochon » est écrit sur la porte. Et puis 48 heures après, il y a un couple, Rosemary et Leno Labienka, un couple qui sont les propriétaires d'une chaîne de magasins, un peu grande surface. On pourrait comparer ça, par exemple, ici au Québec, au magasin IGA, là, au métro, donc des magasins d'alimentation. Le couple est également assassiné de manière tout à fait atroce. On retrouve sur les murs des mots comme pig, helter skelter, écrits en lettres de sang. Et tout ça, éventuellement, va conduire la police dans une très, très longue enquête dans un ranch désaffecté dans le désert. Et là, on va arrêter une famille de hippies. Cette famille-là est dirigée par un individu, un monstre épouvantable, et qui pourtant ne mesure que 5 pieds 1. Il est tout petit, il n'est pas impressionnant comme individu, mais d'un charisme incroyable et qui réussissait en fait à maintenir sous son joug toute cette communauté de jeunes un peu éclatés, ces mal-aimés, ces paumés de la société, et il avait finalement fait de ces gens-là une communauté d'assassins. Et ce type-là s'appelle Charles Manson. Et l'idée de son crime, et c'est ça qui était incroyable, l'idée de son crime est probablement l'un des crimes occultes. Et puis, je te promets, Yannick, qu'à un moment donné, on va se faire une soirée crime occulte pour auditeurs avertis. Je vais te raconter des crimes occultes que j'ai couverts comme journaliste, des trucs qui vont faire dresser les cheveux sur la tête. C'est vendu d'avance. Mais parlons de ce Manson, donc on l'arrête et on découvre que le motif de son crime, il écoutait la musique des Beatles, croyait que l'album blanc des Beatles, entre autres, quand on faisait tourner, là, je sais que Mélissa, c'est pas de quoi on parle, mais je parle ici d'albums en vinyle. Donc, ça venait pas d'une autre planète, ça existait vraiment, ça. On mettait ça sur une table, et là, on mettait une aiguille pour faire jouer ça.
Mais Manson faisait tourner l'album blanc des Beatles à l'envers. La première pièce s'appelait Revolution 9 et on entendait John Lennon qui disait Number 9, Number 9, Number 9. Je pense que les gens qui connaissent bien la discographie des Beatles connaissent cette pièce. Quand on faisait tourner cette pièce-là à l'envers sur la table tournante, on entendait John Lennon qui disait Turn me on, dead man, Turn me on, dead man, qui voulait dire excite-moi, homme mort. Et Manson était persuadé que John Lennon s'adressait à lui. Et que là, le message des Beatles était clair. Il devait déclencher une guerre raciale à l'échelle de l'humanité. Et que là, les Noirs allaient vaincre les Blancs, parce que, selon Manson, les Noirs étaient plus sauvages que les Blancs. Mais une fois que les Noirs auraient éliminé les Blancs, ils étaient trop imbéciles pour se diriger eux-mêmes. Et là, on aurait besoin d'un leader charismatique pour gouverner le monde. Et ce leader charismatique serait lui. Et en commettant ces fameux crimes à Los Angeles à l'été de 1969, Manson croyait déclencher cette guerre raciale qui allait éventuellement effacer, éradiquer la race humaine. C'est un scénario, mais complètement invraisemblable et qui pourtant s'est bel et bien produit. Manson a été condamné en 1971. Lui et 4 de ses acolytes ont été condamnés à la prison à mort pas à la prison, mais à la peine de mort pour les crimes commis à Los Angeles. Mais en 1976, la Californie a renversé cette condamnation parce qu'elle a jugé que la peine de mort était inconstitutionnelle. Et là, les accusés qui attendaient d'être exécutés dans la chambre à gaz ont vu leur condamnation être commuée en prison à perpétuité. Manson est toujours en prison aujourd'hui. En fait, tous les membres du groupe sont toujours en prison. 2 d'entre eux sont décédés entre-temps. Les autres sont toujours incarcérés. La possibilité de leur libération conditionnelle, même s'ils ont droit à des demandes de libération conditionnelle, ce qui ne vient pas automatiquement, tous ces gens-là en sont à 8e, 9e ou 10e demande de libération conditionnelle qui survient toutes les 2-3 ans. Et jusqu'à maintenant, toutes les libérations conditionnelles leur ont été refusées. OK. Voilà. Et là, il y a des experts qui se seraient penchés sur le cas d'une possible victime de Charles Manson. Voilà. Quand on a arrêté Manson, évidemment, les meurtres principaux, c'était celui du musicien Gary Hinman, ceux de la maison Tate LaBianca, là, les crimes, c'est-à-dire Tate LaBianca, ce qui amenait finalement à 8 victimes. Mais Manson se disait, 8 victimes, mais j'en ai beaucoup plus à mon actif. Il se vantait à des co-détenus qu'il avait au moins tué une 30aine de personnes. Et là, peut-être que l'histoire est en train de lui donner raison, parce qu'on s'est dit, peut-être qu'il dit ça aussi pour se vanter. Mais à l'automne de 1969, la police de Los Angeles avait trouvé sur les collines qui entourent Los Angeles le cadavre d'une femme qui avait été poignardée à 150 reprises. On s'est bien entendu. 150 reprises. C'est tu voulais être bien sûr qu'elle soit morte, là, tu sais. Donc la police trouve le cadavre de cette jeune femme, constitue aux alentours de la vingtaine à peu près, et on va l'identifier. Quand on n'a pas d'identification positive aux États-Unis, on appelle ces inconnus Jane Doe ou John Doe, qui veut dire l'inconnu. Donc, cette jeune femme-là, pendant une 40aine d'années, va être à la morgue de Los Angeles sous le nom de Jane Doe numéro 59. Et puis voilà que maintenant, par toute une série de correspondances, les policiers croient avoir retrouvé des membres de la famille de cette Jane Doe et une analyse ADN a permis d'identifier la dame en question qui s'appelait Ruth Jurvetson. C'est une jeune femme qui était née en Suède, avait grandi à Montréal. On la retrouve en 1969 dans la région de Toronto où elle va s'amouracher d'un certain John. Là, on comprend bien qu'on est en plein cœur du mouvement hippie. Donc, cette jeune femme s'est mise un peu à dos parce qu'on comprend les marginaux de cette époque. Souvent, il y avait des frictions entre les parents et les jeunes. C'est encore le cas aujourd'hui, d'ailleurs, mais pour d'autres raisons. Les jeunes textent beaucoup trop au téléphone. Mais là, donc, on est dans le plein mouvement hippie et cette jeune femme va se rendre sur la côte de la Californie avec son compagnon, son ami John, et elle va disparaître. Et éventuellement, on va retrouver son cadavre à l'automne de 1969 sur les collines de Los Angeles. Et pourquoi on l'associe maintenant à Manson? C'est qu'à partir du moment où on a pu identifier la jeune femme, on a commencé à faire circuler ses photos. Et voilà qu'un ancien gardien de Spa Ranch, tu te rappelles tantôt quand je t'ai parlé de Manson, oui. Je t'ai dit, la famille Manson vivait dans une sorte de ranch abandonné. C'était en fait un ranch qui avait été construit comme décor de cinéma pour les westerns des années 50. Et puis le ranch avait été abandonné
abandonné. Les décors étaient restés en place. Et Manson et sa famille, quand je dis famille, on s'entend, c'est les gens qui gravitaient autour de lui. C'est 17. Ouais, voilà. Donc, ces gens-là vivaient dans Spa Ranch. Et quand la photo a commencé à circuler, voilà qu'un ancien gardien de Spa Ranch, qui vivait sur place lorsque Manson et sa communauté y vivaient, est allé dire à la police, vous savez, cette jeune femme, elle me rappelle une certaine Sherry qui avait brièvement fréquenté la famille Manson en 1969. Alors, à partir de cette information, les policiers sont allés voir Manson, qui est toujours détenu, comme je l'ai mentionné, à la prison de Corcoran, la prison fédérale, et Manson, qui est âgé de 81 ans, mais qui semble tout à fait lucide. D'ailleurs, je t'ai envoyé un petit clip audio, si tu as le temps, tu pourras le passer. On entend Manson qui ne semble pas avoir aucun remords pour ce qu'il a fait. Et donc voilà, on est allé voir Manson en cellule, et là Manson, âgé de 81 ans, regardez la photo, et il a simplement dit aux policiers, peut-être. Il a jamais voulu avouer que c'était lui. Non, c'est ça. Donc, il dit pas que oui, c'est des membres de sa famille qui ont assassiné cette jeune femme, mais il ne le nie pas non plus. Alors là, actuellement, la police est en train, bien sûr, d'enquêter là-dessus, essayer de retrouver d'autres membres de la famille Manson, parce que c'était quand même une assez grosse communauté. On parle d'une trentaine de personnes. Tous ces gens-là n'ont pas commis les fameux crimes de 1969. Ce sont les très, très proches de Manson. On parle de 6 ou 7 individus qui gravitaient de manière très proche de lui, qui ont commis ces crimes, alors que les autres étaient plutôt des hippies qui fréquentaient le groupe sans être partie prenante de ces activités. Donc, on attend pour voir est-ce qu'on aura identifié finalement une autre victime du terrible Charles Manson. Parfait. Hey, Christian, la semaine prochaine, est-ce qu'on se parle mercredi en direct des États-Unis d'Amérique? Oui, monsieur. On se parle, puis je vais te raconter un petit peu ce qui se passe et peut-être avoir des nouvelles sur Amityville. Entre-temps, on invite les gens sur ton site internet christianpage.ca. C'est bien ça. Merci, Christian. OK, bonne soirée à tous. Bye-bye. Christian Page, journaliste, chroniqueur, auteur, conférencier. Tellement sympathique. Très intéressant. Et quand il raconte les histoires, on a l'impression de la voir, l'histoire. On a l'impression de la vivre. Et je connaissais pas toute l'histoire de Charles Manson, entre autres son plan absolument diabolique de diriger la Terre, de diriger un peuple dont il n'était pas de la même couleur. C'est capoté, je savais pas. Je savais que Charles Manson était un fou dangereux, c'était un psychopathe. J'ai lu et j'ai vu beaucoup de trucs sur Charles Manson, et j'avais jamais entendu parler de son plan final de dominer la Terre. Il est 8h42, on fait une courte pause pour nous joindre en studio, c'est le 670.